Merci. Merci à ceux qui nous ont rejoints tardivement et à ceux qui sont là depuis les aurores pour suivre et participer au débat. Je vais être bref et surtout, je vais avec grand plaisir partager l'envie d'écouter Meriem Chabani. Meriem Chabani, qui est architecte urbaniste dans l'agence New South, j'espère que je prononce bien, enseignante à la fois, donc maître conférence associée à l'INSA Paris-Malaquais, à RCA à Londres, et puis lectrice, en tout cas conférencière à Genève, mais qui aussi a ce triple regard d'enseignant, chercheur, architecte, urbaniste, donc ça commence plus que triple, et je dirais écrivaine. Écrivaine parce qu'elle a su dans son parcours adjoindre la finesse d'une écriture poétique liée au vécu des personnes avec l'avancée d'âge à une architecture qui sait se raconter dans l'intelligence des pratiques des lieux. Donc je lui donne de suite la parole. Elle parlera mieux de cette longue recherche dont on a su, nous, dans lesquels notre envie de la rencontrer le plus possible était par la connaissance de son livre, Le printemps de l'hiver. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci Milena pour cette introduction lyrique et qui me touche et qui me permet en tout cas de vous remercier, vous et l'ENSA Normandie, déjà d'organiser ce colloque qui me semble plus qu'urgent en fait d'exister au sein des espaces de production et de transmission du savoir. Vous n'êtes pas sans connaître les enjeux économiques grandissants qui sont liés à la question du vieillissement. Donc aujourd'hui, on est aussi dans un terrain où il y a des dynamiques de pouvoir qui se mettent en jeu. Le champ de la silver economy connaît de véritables luttes où, en tant que chercheurs, en tant que personnes qui sont aussi, je n'en doute pas, sensibles et impliquées dans le bien-être justement des personnes qui vont connaître ce vieillissement et dont on fait toutes et tous partie, en tout cas je nous le souhaite. Il y a des enjeux en fait aussi de lutte et je pense qu'on sous-estime le fait qu'aujourd'hui il y a aussi un champ de bataille qui commence à se dresser et dont nous sommes acteurs et actrices et qui concerne très directement la façon dont nous vieillirons demain, après-demain. Donc peut-être pour présenter aussi la manière dont moi j'aborde cette question, donc je suis enseignante, mais je suis aussi architecte praticienne et je pense que c'est aussi un peu la manière dont on a décidé de travailler sur ce sujet. Je dis non, puisque c'était un travail qui était collectif. Et je vais vous en parler à partir d'une étude principalement, qui est celle du printemps de l'hiver, qui est parue en 2021, qui a été éditée par la Maison de l'Architecture Île-de-France, et qui a également trouvé un écho au sein de l'exposition Soutenir, Ville, Architecture et Soins en 2022 au pavillon de l'Arsenal. Mais on va dire le gros de cette étude, de ce travail, vous le retrouverez en fait au sein de cet ouvrage. Il est peut-être plus disponible partout parce qu'on a fait l'erreur que font tout le monde en se disant que personne ne va l'acheter, donc on n'a pas tiré assez de numéros. Mais pas de panique, il existe un site internet où le gros de l'information que je vais partager avec vous aujourd'hui est disponible. Et ça aussi, c'était quelque chose d'assez important pour nous de faire en sorte que ça soit de l'information qui soit transmise aussi en dehors des cercles dans lesquels ils peuvent circuler pas d'habitude. Donc l'étude du printemps de l'hiver, comme son nom l'indique, Bien vieillir en ville, est une étude qui s'interroge sur la manière dont est-ce qu'on peut bien vieillir en ville. Et ça, c'était une question un peu bête qui arrivait autour d'un café avec 4 architectes praticiens, praticiennes. Donc Aurélie Barbet, Alexandre Sfintexco,
Guillaume Sicard et moi-même. Donc ça a d'abord été aussi 4 amis qui s'interrogeaient sur les modalités du vieillissement, en se disant aussi, nous, on n'aura pas de retraite. Comment est-ce qu'on va financer notre vieillissement? Comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens payent pour ça? Bref, c'était d'abord des questions assez, somme toute, égoïstes peut-être, mais qui tournaient autour de nos expériences propres et qui nous ont amenés à proposer ce sujet à la Maison de l'Architecture Île-de-France et d'intéresser le territoire de l'EPA-Marne et EPA-France et la compagnie d'assurance AG2R pour financer cette étude. Alors il faut savoir que ça démarre en 2019 et ça finit en 2021. Comme vous le savez toutes et tous, il s'est passé des événements assez significatifs, dont notamment le Covid, qui a eu un impact sur la manière dont cette étude a été menée. Donc on a un peu fait l'exercice de visualiser entre le premier confinement, le second confinement, l'arrivée du couvre-feu à 20h, le couvre-feu et les restrictions par région, la manière dont en fait ces périodes ont impacté les différents entretiens qu'on a pu faire. Alors ce qui est très clair, c'est que la plupart de nos entretiens ont été réalisés entre 2019 et mars 2020 pour les personnes âgées. Et les entretiens d'experts se sont déroulés majoritairement donc, à partir du premier confinement et jusqu'au second confinement. On a quand même réussi à avoir deux personnes âgées. Alors la visioconférence est très difficile à mettre en place, j'imagine que vous l'avez... Ceux qui ont réalisé ce genre d'entretien pendant cette période le savent. Mais voilà, c'est un peu pour être aussi transparent avec vous toutes et tous sur la manière dont ça a été réalisé, mais aussi du coup peut-être les biais qui sont associés à la façon dont cette étude a été menée. On a ciblé initialement le territoire de l'Île-de-France pour les entretiens qu'on a menés. Et on l'a étendu au territoire national sur les cas d'études architecturaux de bâtiments qui ont été examinés. En résumé, la façon dont cette étude a d'abord démarré puis s'est synthétisée, ça a été partons à la rencontre de personnes âgées et essayons de comprendre à travers des entretiens, peut-être un podcast. Donc initialement, c'est d'abord juste enregistrer ces échanges et puis après, c'est analyser, retranscrire ces entretiens. Puis les confronter, les croiser avec d'autres entretiens d'experts, enfin réaliser des plans, des analyses de ces plans, des reportages photographiques des logements, afin de mettre en relation parole, silence et les espaces qui les habitent, la façon dont ils sont représentés ou non dans l'architecture. Suite à ça, évidemment, les paroles d'experts qui viennent éclairer nos analyses, partir de vécus individuels pour aller vers la parole des dits experts, et enfin compléter avec une forme de panorama choisi des opérations qui existent aujourd'hui en France. Donc on n'est pas allé regarder ce qui se fait de mieux, ou en tout cas ce qu'on pourrait qualifier d'exemples glorieux du bien vieillir un peu partout, parce qu'on a de très beaux exemples ailleurs qu'en France, mais plutôt regarder avec un peu de pragmatisme ce qu'on est en mesure de fabriquer aujourd'hui. Est-ce que ça nous satisfait ? Et sinon, quels sont les horizons vers lesquels on a envie de se diriger ? Donc tout d'abord, je vais pas vous faire un récapitulatif de l'ensemble des entretiens, mais peut-être pour commencer, expliquer la façon dont ces entretiens ont été menés. Donc on avait un système d'entretien semi-directif avec une grille de questions qui était la même pour l'ensemble des personnes rencontrées. Il faut savoir que j'ai entendu auparavant quelqu'un mentionner que sur le panel, il y avait 2 hommes. On a exactement le même ratio. On avait 21 personnes interrogées et 2 hommes. Et évidemment, je pense qu'en soi, c'est représentatif de la difficulté aussi à récolter certaines paroles. Parce que, alors, 2 hommes, mais aussi on n'a pas de personnes racisées dans les personnes qui ont été interrogées. C'était pas faute d'essayer, mais c'est aussi qui estime que sa parole est légitime pour être enregistrée, analysée, écoutée et diffusée. Et évidemment aussi en termes de représentativité, en termes de niveau de revenus,
je dirais qu'on a quand même une majorité de personnes âgées qui ont suffisamment de revenus pour financer leur retraite. Ce n'est pas le cas de la totalité, mais je dirais 60% des personnes interrogées. Donc on a tenté en tout cas d'établir des critères plus ou moins objectifs pour essayer de comparer ces vécus. Alors la question du niveau de vie nous semblait fondamentale. Donc quels sont les moyens financiers ? Quelles sont les relations sociales ? Et ça, les relations sociales, on inclut à la fois les relations physiques, donc la proximité avec de la famille, des amis, la capacité à s'entourer, mais aussi des liens virtuels. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un téléphone, qui peut envoyer des textos, faire des FaceTime, qui est connecté avec ses proches ? Quel type d'attachement au passé ? Et donc par là, on a distingué deux manières de s'attacher, donc à la fois à un territoire, donc j'y suis, j'y reste, mais aussi un attachement aux objets. Et enfin, la question des capacités physiques et cognitives. Alors là, l'objectif n'était pas de suivre nécessairement la grille Agir, donc, qui va évaluer sur une notation de 1 à 6 la capacité, le niveau de vulnérabilité d'une personne, mais plutôt d'essayer de se dire, est-ce que cette personne peut se déplacer ? Est-ce qu'elle est immobilisée ou est-ce qu'elle peut se déplacer ? Pas simplement au niveau de son corps, mais aussi sa capacité de déplacement liée au transport disponible, au type de mobilité, mais aussi à l'état de l'espace public, des trottoirs, l'accessibilité en fait autour de son logement. Et faire de la capacité physique qu'un critère au final sur 7. Et donc là, il me semble important de citer directement les premières concernées. Et je pense qu'elles représentent chacune à leur manière des archétypes qui, à l'écoute d'ailleurs de la table ronde précédente, semblent se retrouver en fait régulièrement. Donc Yvette Tafani, par exemple, avait 69 ans quand on l'a interrogée. Elle est propriétaire d'une maison en banlieue parisienne, à la retraite depuis 1 an, mais c'est une personne qui se présente comme 68arde affirmée. Ça veut dire je suis une femme indépendante, baroudeuse, je ne souhaite pas finir en maison de retraite ou en EHPAD. En revanche, il y a une installation de formes de vulnérabilité au niveau de son corps qui font que progressivement, elle n'est plus en mesure d'habiter la totalité de ce domicile. Et c'est quelqu'un également qui, bien qu'elle soit propriétaire, a peu de revenus. Et donc aujourd'hui, malgré sa retraite, elle continue une activité en Île-de-France. Donc ici, sur la carte, le lieu de résidence d'Yvette. Et au final, en fait, c'est presque une téléportation. Alors une téléportation qui lui prend 1h30. Mais la façon dont elle se déplace, c'est assez peu dans son quartier, sur son propre territoire, mais plutôt entre son domicile et son lieu de travail, donc à Paris, où elle réalise des gardes d'enfants porte Saint-Martin. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, habite essentiellement le rez-de-chaussée de son domicile. Donc l'escalier devient de plus en plus un espace qui est un obstacle, qui devient une frontière au sein de ce domicile. Et ce qu'on observe, c'est cette volonté de déménager et de se rapprocher d'une activité, en tout cas de la source de son activité économique au moment de sa retraite. Pour Sophie, là on est dans un cas de figure absolument opposé, donc on est plutôt sur une femme qui est à l'aise financièrement, qui est propriétaire d'un appartement dans le Marais, qui elle est à la retraite depuis 15 ans, très, très indépendante. Elle est en couple, mais elle est en couple non cohabitant. Donc elle a les moyens de résider seule dans un appartement de 75 mètres carrés à Paris. C'est un appartement aussi qui, au final, est un domaine qui s'étend au-delà
de son logement pour inclure son palier, puisqu'elle a énormément d'interactions avec ses voisins, ses voisines. Elle habite pleinement son immeuble, elle habite pleinement ses parties communes. Et ce qui est assez intéressant chez elle, au final, c'est la subdivision qu'elle recrée en fait dans ces espaces communs. Donc, par exemple, ici, dans son séjour, on a deux sous-parties, en tout cas, qui sont subdivisées par ce meuble bas, qui changent au fil des saisons et en fonction de la présence ou non de son partenaire, qui va avoir un impact sur la manière dont cet espace va être habité. Et donc du coup, elle est dans une retraite qui est extrêmement dynamique, avec un rapport à l'espace qui est dynamique, qui est en changement perpétuel et qui, malgré tout, maintient en fait des formes d'objets comme point d'accroche à son passé. Donc aujourd'hui, dans sa cuisine, mais aussi au niveau du sol de son entrée, on retrouve des éléments qui sont issus de sa maison de famille, celle où ses enfants ont grandi, où elle est venue récupérer en fait la pierre à cabochon qu'elle a installée dans son entrée. Au niveau de la cuisine, donc c'est la faïence de sa cuisine familiale qui a été réinstallée au niveau de cette nouvelle cuisine dans son appartement parisien. Sylvie, c'est un cas un peu particulier vu que c'est une femme qui bénéficie d'un revenu confortable. Elle était médecin, mais elle fait plutôt montre d'une grande difficulté à s'adapter à la retraite. Donc là, il y a une vraie violence en fait dans le passage entre la vie active, en tout cas dite active, et cette vie dite non active, puisqu'il y a une rupture avec un écosystème social, professionnel. Alors, il s'est accompagné d'un déménagement, et il s'est accompagné d'un déménagement dans une surface plus petite. Donc, c'est quelqu'un qui a presque suivi ce qu'elle pensait être le manuel de la retraite. C'est j'arrête de travailler, donc je déménage ailleurs, donc je déménage dans une surface plus petite vu que je deviens une personne âgée. Mais au final, il n'y a pas eu d'adaptation en termes des objets. En fait, les objets qu'on voit chez elle sont la quasi-totalité de ceux qui venaient de son domicile, qui faisait quasiment le double de la taille de celui qu'elle habite aujourd'hui. Donc, elle subit les objets qu'elle a amenés. On sent une forme de difficulté, de malaise à s'adapter à cette nouvelle situation. Donc pour l'instant, son chez-soi, c'est une mue, c'est quelque chose qui va probablement évoluer, mais qui est symptomatique en fait de l'absence d'anticipation de cette étape de transformation. Je vous passe un petit peu tous les jolis graphiques qu'on a fait pour traduire les informations que je vous donne en termes d'occupation en fait, d'un territoire à la fois local et métropolitain. Et enfin, Ginette est une femme qui, elle, vient d'un milieu ouvrier, mais quelqu'un qui est malgré tout propriétaire de son appartement et qui est un de ces exemples de femmes qui est prête à entrer dans des formes de cohabitation, alors qu'ils soient intergénérationnels ou non, mais qui s'ouvrent à différentes manières d'habiter, mais qui refusent systématiquement de réduire la taille de son domicile. Donc il y a aussi cette idée que non, ce n'est pas parce que je suis à la retraite que je souhaite vivre dans un studio. Donc elle n'a pas quitté son domicile qui est au 3e étage sans ascenseur. Ces 3 étages deviennent de plus en plus difficiles à subir au quotidien. Mais c'est un appartement où elle a un vrai sas d'entrée avec la chambre de son fils qui aujourd'hui est la chambre où elle peut accueillir son petit-fils tout en ayant suffisamment de distance vis-à-vis de sa propre chambre. Donc en fait, elle a réussi à créer un lieu où elle n'aime pas trop sortir, donc elle veut qu'on puisse lui rendre visite. Donc elle fait en sorte que son logement soit hospitalier. Il y a quelque chose d'un peu particulier aussi chez elle, c'est qu'elle a de très bonnes relations avec un de ses voisins qui habite au rez-de-chaussée.
mais les locataires, les propriétaires, ils aimeraient bien échanger leur domicile, mais leurs différents statuts en tant que propriétaire et locataire les empêchent en fait de réaliser cet échange. Donc, suite à ça, on se sentait confronté en fait à une série de récits individuels, mais sans nécessairement de schémas systématiques, ou en tout cas de logique qui nous permettrait d'homogénéiser ou même de tirer des leçons d'ensemble sur l'ensemble de ces parcours. S'il y a bien une leçon au contraire qu'on tirait, c'était que chacun avait des histoires bien particulières, bien individuelles, et que c'est peut-être les tentatives d'homogénéisation qui étaient le problème. Mais du coup, on s'est dit, nous, on n'y connaît pas grand-chose, on va demander l'avis d'experts. Donc on allait voir 15 personnes qui sont impliquées dans des champs d'action assez différents, puisqu'on a aussi bien des anthropologues, des sociologues de l'âge, mais on a aussi des entrepreneurs, des personnes de la société civile, également des associations, et quelques élus qui nous ont donné leur avis sur la question et leur impact sur leur territoire. Et une des premières personnes qu'on a interrogées était quelqu'un qui ne se présentait pas comme un expert du grand âge, et pourtant qui, à mon sens, nous offre aujourd'hui une des solutions les plus originales et les plus intéressantes, en tout cas en tant qu'architecte, pour en tout cas l'enrichissement, la diversification des solutions qu'on peut proposer aujourd'hui pour le bien vieillir. Donc Benjamin Aubry est architecte initialement. Il a créé une société qui s'appelle Yudo, qui est une start-up qui accompagne les propriétaires de terrain dans leurs projets d'autopromotion. Ces propriétaires-là, c'est généralement plutôt des personnes qui sont dans des zones pavillonnaires. Ils se spécialisent d'ailleurs très spécifiquement sur ce genre de petites opérations. Et il faut savoir qu'en effet, on a 18% de propriétaires sur la population française, mais 50% des seniors sont propriétaires. Donc on a aussi une surreprésentation de la propriété privée chez les seniors, mais ça crée aussi potentiellement un levier de transformation du territoire. Ici, l'exemple donné par Benjamin Aubry, c'était plusieurs cas de figure où on avait des personnes vieillissantes qui, face à la retraite, envisagent la densification, la transformation, la subdivision de leur habitat. Alors, on sait tous qu'aussi la question de la densité en zone pavillonnaire est un énorme problème en termes de consommation des surfaces foncières dans les zones métropolitaines. Donc, on a plusieurs leviers qui se mettent à l'œuvre ici, où, de manière assez rare, on a à la fois le capital et potentiellement le social qui peuvent se retrouver avec un intérêt commun. Désolée, mon fichier est un peu lourd. Ah. Alors, Stéphane Sauvier et Didier Méric sont entrepreneurs, mais ils sont surtout fondateurs de l'association Les Audacieux, qui est un collectif de seniors LGBT+. Je m'arrête à LGBT+, puisque c'est représentatif des personnes que nous avons rencontrées et qui sont impliquées dans cette association, qui pourrait être amenée peut-être représenter un plus grand panel de seniors. Mais la particularité, alors je vais juste revenir sur Stéphane Sauvier et Didier Méric, c'est que c'est une association qui cherche à créer des lieux à destination des seniors LGBT. Alors,
quand on a commencé à investiguer cette question-là, on a aussi fait face à beaucoup de résistance de la part d'un interlocuteur, d'interlocutrices autour de nous, où on questionnait la capacité de l'architecture ou d'un bâtiment à en fait être spécifique aux besoins d'une communauté spécifique. Et c'est important en fait d'avoir en tête l'exemple des audacieux, puisqu'ils nous prouvent au contraire l'importance de prendre en compte les vulnérabilités spécifiques qui peuvent arriver en fonction des besoins, qui sont liés au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, à d'autres facteurs que celui de l'âge, et notamment ce que Stéphane et Didier citaient, par exemple, c'était le vieillissement avec la séropositivité, mais également des cadres d'encadrement médical qui vont être spécifiques à l'hormonothérapie et au vieillissement avec ces traitements qui dure aussi toute une vie. Donc c'est un exemple d'habitat collectif, en tout cas de tentative de création d'habitat collectif dit communautaire. On en a d'autres exemples, mais on va retrouver justement très intéressant. Désolée, j'hésite parce que j'attends de voir si ma slide passe ou pas. Mais peu importe, même si on n'a pas le beau visage de Dominique Thierry, je peux parler de lui. Donc c'est le président de France Bénévolat. Lui, ce qu'il nous apprend, c'est peut-être aussi une déconstruction de cette idée que la retraite, c'est le temps des dits no workers ou le temps de l'absence d'activité. Alors selon lui, on a près d'un tiers des seniors qui sont impliqués dans des activités associatives. On compte là-dedans aussi les associations syndicales, les associations de quartier, de manière d'ailleurs officielle ou officieuse, l'implication de ces seniors dans des formes d'activité qui en réalité sont valorisables économiquement et donc qui alimentent en fait, il y avait cette question qui avait été posée un peu plus tôt, qu'est-ce que va apporter en fait un senior à une personne plus jeune? Au titre plus large, il y a un apport en fait, de cet écosystème de seniors à nos économies, mais aussi à des besoins très concrets en fait, à remplir au sein des comités d'association, de bénévolat, de garde d'enfants, etc. Il y a évidemment des difficultés qui sont liées à toute forme de cohabitation ou d'activité associative partagée. C'est pas grave, je continue de parler de lui, même si on voit Sonia Lavadino à l'écran. Mais quelque chose d'assez important dans l'activité de France Bénévolat, c'est aussi de mettre en place les outils d'accompagnement humain de l'intergénérationnel. Aujourd'hui, ce qu'on a tendance à voir, c'est des cahiers des charges de la part de villes, de maîtrise d'ouvrage, où voilà, l'intergénérationnel est un objectif. Cependant, pour arriver d'un point A à un point B, ce cheminement n'est rarement pris en compte dans son entièreté. Au-delà de la nature des espaces qu'on va mettre en place, il y a évidemment en fait, la question de l'accompagnement, de la modération, et de la mise en place, en fait, c'est un métier d'assurer la continuité et le bon déroulement de cette présence intergénérationnelle et de ces interactions. Par exemple, la création de chartes, la mise en place d'accords, donc vraiment de formaliser, de ne pas partir du principe qu'il n'y a rien de normal en fait dans toute forme d'interaction humaine en général, mais c'est d'autant plus vrai quand on est dans des cadres où il y a soit échange de bons procédés contre un loyer réduit, où on a tendance à penser que les personnes âgées ont très très envie de vivre avec des jeunes et que c'est les jeunes qui viennent ici un peu pour leur faire plaisir et parce que c'est pas cher. Mais en réalité, on a aussi beaucoup de résistance de la part des personnes âgées à cohabiter avec des jeunes qui font du bruit, qui respectent pas leurs affaires, qui rangent mal, qui sentent mauvais. Enfin voilà, ça c'est aussi, ce n'est pas moi, je cite. Mais voilà, donc en fait, il y a aussi, c'est un va-et-vient, et c'est un accompagnement humain qui est nécessaire.
Sonia Lavadigno, elle nous apporte un regard hyper intéressant sur, un peu plus large en fait, sur la question des mobilités. Donc souvent, on s'interroge beaucoup sur l'intergénérationnel et la cohabitation des âges à l'échelle d'un bâtiment, mais assez peu en fait à l'échelle d'une ville, d'un territoire. Alors la question de la marchabilité, tout le monde maintenant, la ville du quart d'heure, tout le monde est assez au clair là-dessus, tout le monde trouve ça génial, toutes les villes. En fait, à partir du moment où les cahiers des charges commencent à le citer, c'est qu'on sait que la bataille est gagnée. Très bien, passons à la suite, essayons de qualifier ce qu'on entend par ce quart d'heure et qui a droit en fait à ce quart d'heure. Et donc en fait, il y a la question de la cohabitation des vitesses et de la prise en compte en fait, de la quantification de ces différentes formes de vitesse. Donc par exemple, un cheminement vélo, en réalité, est un cheminement à grande vitesse. À l'échelle d'une personne âgée, c'est quelque chose qui devient impraticable. On le voit aussi pour les enfants, en fait, c'est des espaces qui peuvent être dangereux. Et notamment depuis le Covid, on a mis beaucoup de pistes cyclables sans nécessairement mettre en place les dispositifs pour les accompagner, pour encadrer ou même... Moi, je suis un vrai danger sur un vélo en ville. Je ne me fais pas confiance pour conduire correctement. En fait, je n'ai pas été éduquée à le faire correctement. Et je ne suis pas la seule. Et donc, du coup, ça, c'est un élément, cette question de la cohabitation et d'essayer de poser des pourcentages sur quel est le pourcentage de villes rapides dans ce quart d'heure, quel est le pourcentage de villes lentes et de villes très lentes, et quel est l'optimum dans ce quartier, dans ce territoire. Évidemment, cet optimum, il va varier. On sait qu'il existe, mais au cas par cas, on va être en mesure un petit peu de placer ce curseur. Et elle utilise un terme qu'on trouve assez beau, cette idée de mètre carré heureux, d'essayer d'augmenter la quantité de mètres carrés heureux, donc potentiellement d'accepter que dans un cadre de raréfication des ressources généralisées, mais aussi évidemment du foncier, qu'un maximum d'attention doit être mis sur la qualification, l'augmentation de la qualité des mètres carrés disponibles, plutôt que d'essayer de créer davantage d'expansion, de construire davantage et plus de place. Donc évidemment, il y a la question de la mutualisation des espaces qui se posent là-dedans et de la cohabitation pour arriver à des villes plus bienveillantes en fait, pour toutes et tous. Alors, pour finir, on a également Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, qui, lui, cherche à aborder la question du vieillissement à travers la flexibilité des logements. Donc, non pas quelque chose qui soit spécifiquement pensé comme des résidences seniors ou des types d'habitats pour des personnes âgées, mais plutôt d'anticiper dans la conception de l'ensemble des logements, donc dans tous les cahiers des charges donnés pour les promoteurs sur les secteurs de la CEMAPA et du 13e arrondissement, donc c'est la CEMAPA qui est la société d'aménagement du 13e arrondissement, de prendre en compte en fait l'évolutivité de ces logements. Ils citent aussi une expérience qu'ils ont réussi à mener avec un promoteur sur leur territoire, de mise à la vente non pas d'appartements aménagés, mais plutôt d'espaces à personnaliser, qui font que entre des personnes âgées qui potentiellement vont généralement préférer des cuisines fermées et des jeunes couples qui vont préférer des cuisines ouvertes, et vice-versa évidemment, on a une plus grande flexibilité et donc la capacité d'accueillir au sein d'un même bâtiment une plus grande diversité de profils, de désirs et de modes d'habiter. Ça va, vous tenez le coup ? On y est presque. Et donc, une fois qu'on a un peu fait le tour des avis de tout le monde, on s'est dit qu'il fallait peut-être regarder de plus près ce que c'était que les lieux d'hébergement des personnes âgées. En tout cas, au-delà du chez-soi,
Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui pour habiter? Où est-ce que potentiellement on va toutes et tous finir? Et donc là, de l'habitat autonome à l'établissement médicalisé, on se rend compte qu'il y a des dizaines de typologies différentes qui sont extrêmement difficiles à naviguer quand on n'y connaît rien. Et donc de l'habitat solidaire, béguinage, habitat communautaire, habitat participatif, colocation intergénérationnelle, accueil familial, donc au sein d'une famille. On a des résidences, donc les résidences services seniors qui ressemblent un petit peu ça va être un petit peu comme de l'hôtellerie, dans le sens où on a des services qui viennent également avec le fait d'avoir un logement. Donc, par exemple, des fois, on a une piscine, une salle de sport, un restaurant. Ça dépend, c'est plus ou moins cher aussi en fonction de ces services. Les résidences autonomie, on va avoir des logements foyers avec certains logements individuels, mais des espaces communs, des villages seniors, donc ça on les retrouve davantage aux États-Unis. Les MARPA, qui sont des maisons d'accueil et des résidences pour l'autonomie, donc on va avoir comme des espèces, ça ressemble un peu aux villages seniors, et puis jusqu'aux EHPAD, qui sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont les établissements les plus médicalisés. Donc généralement, dans l'imaginaire collectif, on se dit c'est maison de retraite, EHPAD. Mais en réalité, il y a d'autres typologies, et il y a une vraie difficulté arrivée à l'âge de la retraite à distinguer en fait quelle est l'offre, quelle est la différence entre ces offres-là, et comment est-ce qu'on se positionne un petit peu là-dedans. Et donc, si vous voulez, sur le site internet, c'est expliqué, vous savez, toutes les descriptions. Et donc, on a regardé un peu 11 opérations en France. Alors, là encore, on a une surreprésentativité de l'Île-de-France et du Nord-Est. Mais qui, chacune c'était des archétypes assez représentatifs de ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui en France. Donc, commençons par l'adaptation de son chez-soi. Donc ça, c'est une des exemples produits par la société Yudo, donc Benjamin Aubry que je citais un peu plus tôt. Ils ont accompagné à Arcueil la transformation d'un pavillon qui donc a connu une surélévation pour accueillir 2 logements à destination d'étudiants. Donc là, on a une personne, alors pas très âgée, puisque c'est une personne de 55 ans, qui anticipe l'âge de la retraite, et anticipant cet âge-là, décide de réaliser une opération. L'architecte est Emma Santonge, donc une jeune architecte qui a travaillé avec cette propriétaire pour réaliser en fait. Alors on a des espaces ouverts extérieurs assez généreux partagés, et on a cependant, quand on regarde en plan, en fait, on a un rez-de-chaussée qui regroupe l'ensemble des espaces partagés. En revanche, à l'étage, quand on aura l'étage, à l'étage, on a une distinction grâce au palier. Voilà. Donc les escaliers servent d'espace tampon entre les logements étudiants. Donc on a un studio étudiant par palier qui a sa propre. C'est vraiment un studio avec sa propre salle de bain, une petite chambre. C'est pas très grand, mais c'est un studio qui bénéficie au rez-de-chaussée d'une grande cuisine, d'un séjour et d'un jardin. Le logement de la propriétaire, où elle a sa chambre à l'étage, et puis elle se garde quand même une chambre en plus pour ses invités. Donc elle garde la possibilité à la fois d'accueillir ses petits-enfants dans son domicile, tout en ayant un revenu régulier issu de cette cohabitation. Alors ici, on a une opération des architectes Oglo avec un cahier des charges hyper intéressant, puisque la ville a inclus l'aménagement de l'espace public dans la création de 3 logements seniors. Et là, en fait, on a vraiment un très très bon exemple de ce qu'on devrait faire plus systématiquement, puisque l'aménagement du centre-ville prend en compte en fait la mise en conformité
et l'accessibilité de l'ensemble du centre-ville, donc notamment de la pharmacie qui va être juste en face, le kiosque à journaux. Il me semble que la boulangerie est juste ici. On a un cabinet médical au rez-de-chaussée et puis 2 logements seniors ici, et ainsi que là, un bâtiment avec des nouveaux logements seniors accessibles en rez-de-chaussée. Et donc ici, le fait de prendre en compte et d'intégrer dans une continuité espace public et logement senior permet, plutôt que de créer des îlots accessibles, des îlots qui seraient limités au domicile ou limités aux grilles de la résidence, véritablement l'ensemble du centre-ville ou du centre-bourg. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la maison des Baba Yaga? Ouais, bon, elles sont très connues. Bon, bah, vous savez déjà. Mais qui a un exemple assez intéressant, puisque évidemment la démarche, là on retrouve cette notion d'habitat communautaire. Voilà, on avait la Fondation des Petits Frères des Pauvres qui avait trouvé un autre terme moins connoté, qui était habitat affinitaire. Voilà. Moi, je revendique l'habitat communautaire, mais si jamais vous avez besoin d'un autre terme, affinitaire, ça passe bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul cas de figure qu'on ait aujourd'hui de résidence portée par et pour des femmes. Malheureusement, on sait aussi que le groupe de femmes qui a initié ce projet, certaines ayant quitté, d'ailleurs, soit naturellement, soit de cause naturelle, soit simplement parce qu'elles voulaient habiter ailleurs, ce projet font qu'on trouve des dysfonctionnements dans le fonctionnement de cette résidence. Pour autant, c'est un peu une petite utopie qu'on cherche aujourd'hui, qui revient souvent sur la table. C'est un exemple qui revient souvent, puisque évidemment, il frappe l'imaginaire. Il ne frappe pas forcément l'imaginaire au niveau de l'architecture qui a été développée, dans le sens où on a, somme toute, peu d'innovation en termes de spatialisation en fait, de ces logements. On est dans des typologies où on a un couloir qui va desservir des studios, alors relativement confortables, hein, puisqu'on va être en moyenne plutôt autour de 20, 25 jusqu'à 30 mètres carrés pour les logements. Et plutôt au rez-de-chaussée des espaces d'activité commune, un potager, mais on est sur une architecture qui reste aujourd'hui difficilement reproductible. Et la question de la réflexion autour des communs, je pense, a été davantage approfondie par la suite. Pour autant, est-ce qu'on arrivera à multiplier des résidences seniors pour femmes, puisqu'évidemment, il reste quasiment plus que des femmes au bout d'un moment. Seul l'avenir nous le dira. Nous avons aussi l'exemple de la résidence autonomie Stéphane Hessel qui, ressemble un petit peu à ces villages seniors où on va avoir des maisons mitoyennes. Alors ça ne ressemble pas nécessairement à des maisons mitoyennes vu que c'est traité justement comme des ensembles continus, mais il s'agit de logements qui sont tous accessibles de plein pied. Tout le monde a un petit jardin et un espace commun, collectif qui est accessible, mais qui est aussi à l'extérieur des clôtures, donc on peut être tranquille chez soi sans nécessairement subir. Donc il y a aussi vie communautaire choisie ou subie, telle est la question. Enfin, on regarde beaucoup des opérations de construction neuve. Les cahiers des charges qui sortent aujourd'hui se concentrent beaucoup sur la construction neuve, mais évidemment la transformation de l'existant, c'est quasiment 80% de la question. Aujourd'hui, on a l'écrasante majorité des seniors qui, quand interrogés, affirment vouloir vieillir chez eux, rester chez eux. Mais évidemment, tous les logements ne s'y prêtent pas. Mais ici, on a le cas de figure, là encore, d'une maîtrise d'ouvrage qui a eu la très bonne idée de proposer la création
de logements seniors en extension avec un bâtiment qui appartenait en fait à la commune. Donc de manière à ce que des activités pensées par la commune à destination des seniors soient en proximité directe avec deux logements seniors. Alors évidemment, ce sont des logements prioritaires. C'est un début. 2 logements, ça ne représente pas l'ensemble des besoins d'une commune. Mais là, c'est une commune de 300 habitants, donc c'est déjà pas mal. Et c'est un assez bel exemple, justement, de reconversion d'une ancienne ferme en une architecture à la fois qualitative et au service, en fait, des besoins de cette population. Alors, on y est presque. Il est 18h30, je pense qu'on va conclure. Je vais finir sur cette image d'Hermann Erzberger. Donc, ça fait partie de ces opérations qu'on aimerait tant inclure dans une étude de ce genre, mais qu'on n'a pas en France, qui est la résidence de Driehoven à Amsterdam, où on a une forme d'habitat collectif, de résidence senior, sous forme de micro-ville. Donc là, en fait, les communs, les couloirs donc, sont dimensionnés de manière extrêmement généreuse, donnent en fait sur des espaces de jeu, des espaces de restauration. On retrouve en fait des coins, des recoins, des espaces à approprier, à transformer ou d'ailleurs à refermer, à rendre beaucoup plus intimes, qui sont laissés un petit peu au bon vouloir des résidents et des résidentes. Ça, c'est des formes aussi d'invention dans les typologies architecturales qui, à ce jour, restent très timides en France. Et je pense que la conclusion pour nous de cette étude, elle est dans la nécessité de diversification des projets, diversification des cahiers des charges. Aujourd'hui, le problème est clair. Il n'y a pas une personne âgée, il n'y a pas un profil de senior. On a des multitudes de profils. Aujourd'hui, je ne passe même pas sur les enjeux de vieillissement de personnes migrantes, de personnes... D'ailleurs, on a cette question au niveau des foyers de travailleurs migrants qui, aujourd'hui, sont en train, bien malgré eux, de se reconvertir en résidence senior, vu qu'on a des personnes qui sont arrivées dans les années 60, qui aujourd'hui ne travaillent plus, sont à la retraite, mais habitent toujours en fait dans ces mêmes résidences. Donc ces questions-là, elles se posent pour des multitudes de typologies d'habitat. Mais quelle est notre responsabilité, somme toute, en fait, à nous, on va dire côté recherche, et puis côté aussi mise en œuvre de cette recherche, mise en œuvre de ces questionnements. Alors je pense qu'il est double. Je pense qu'il est essentiel de porter une parole qui lie le territoire et l'architecture. Donc on a tendance à sortir des cahiers des charges sur des opérations qui sont... Donc en tant qu'architecte, on va répondre à un cahier des charges qui a déjà été fabriqué, qui va être limité à la parcelle. Et une intervention plus en amont, un travail de dialogue auprès des élus, auprès des collectivités, auprès des aménageurs pour réaliser des opérations également entre communautés de communes et communes, ou des accords entre des promoteurs privés et des communes nous permettrait d'anticiper, de prendre en compte à la fois des aménagements de l'espace public et la création d'équipements, de bâtiments à destination des seniors. Et puis après, le deuxième aspect peut-être, c'est, je suis peut-être un peu optimiste, mais s'autoriser un petit peu plus de folie et un peu plus de poésie dans les réponses qu'on formule pour ces populations-là. En fait, de la même manière qu'on optimise le logement à destination des étudiants, en fait, tous ces types de logements fragmentés en studio, c'est la même chose pour les résidences seniors. Il y a cette recherche un peu de la formule idéale. Quelle est la taille idéale des logements? Quelle est la taille idéale du couloir pour que la personne avec son fauteuil roulant puisse passer? Quelle est la bonne distance pour qu'elle puisse se relever s'il y a une chute?
Le type de signalétique, il faut qu'il y ait un bouton, et à quelle hauteur est-ce que ce bouton doit être, parce que quand elle tombe, il faut qu'elle puisse quand même y accéder, etc. Donc tout ça, c'est des questions qui sont nécessaires, mais cette normativité, en fait, nuit également à ce qui revient comme une règle essentielle, qui est l'enrichissement et la diversification de ces formules. Donc je pense que je nous souhaite à toutes et tous de lutter pour cette diversification. C'est aussi souvent les bâtiments ont le visage de celles et ceux qui les portent, donc c'est aussi lutter pour qu'il y ait plus de diversité dans la maîtrise d'œuvre, dans l'exercice de ce métier. On y est progressivement, on n'y est pas encore tout à fait. Et voilà, c'est déjà pas mal, c'est un sacré programme. Merci beaucoup. On vous laisse même pas respirer, on passe aux questions. Si on a... Il y en a. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je voulais déjà souligner aussi à quel point c'est agréable d'avoir des documents graphiques qui répondent... Je parle aussi parce qu'on est dans une école d'architecture, des documents graphiques qui permettent de visualiser les choses, les plans, les coupes, et qui soient aussi systématiques. Du coup, moi, ça m'a pas mal enrichi. Je suis doctorante là, et je réfléchis à cette phase en fait de mise en valeur des enquêtes de terrain. Et j'avais une question donc deux questions plutôt. La première, c'était sur la première phase qui consiste à rendre visite aux personnes et à faire des entretiens. Je me demandais combien il y avait eu de visites, et est-ce que c'était à quel point c'était facile pour elles de vous livrer des éléments, et sinon quelles ont été la méthode mise en place en fait pour faciliter ces échanges. Et la deuxième question, elle porte sur la dernière partie de votre présentation, sur la partie du corpus de projets étudiés. Est-ce que des visites de terrain ont pu être faites, des rencontres avec des habitants aussi, ou c'est pas le cas, et voilà, est-ce que c'est prévu? Merci. Merci beaucoup. Ce sont d'excellentes questions. Alors la première, les premières personnes qu'on a interrogées étaient des personnes âgées qu'on connaissait. Donc ça a commencé par est-ce que ta grand-mère est disponible vendredi prochain pour tester le matériel? On avait un micro un peu comme ça. Et en fait, ça a été laborieux, même avec des personnes qu'on connaissait déjà. Ce que ça signifie, c'est que il est extrêmement délicat d'interroger. Alors évidemment, parce qu'il y a une forme de mise à distance quand on réalise ce genre d'entretien. Le fait déjà de s'auto-qualifier de personne senior est une violence. On a quand même des personnes qui se voient comme et qui sont des personnes actives, et c'est perçu comme une forme de relégation d'être interrogé dans le cadre d'une étude où on s'interroge sur le bien vieillir. Donc en fait, on en vient et on vous traite de vieux. Et donc c'est un petit peu vexant, et on le comprend. Donc ça a été délicat déjà de commencer par trouver la bonne façon d'entrer en matière. Donc ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a plutôt cadré ça en expliquant qu'on cherchait à comprendre le parcours résidentiel qu'ils avaient eu. Donc on est parti plutôt de leur trajectoire et d'essayer de comprendre quelles étaient leurs trajectoires individuelles. Par exemple, vous habitiez où? Combien de surface? À quelle distance? Vous habitez où maintenant? Quelle est la surface? Est-ce que vous êtes en zone urbaine? Est-ce que, au contraire, vous avez déménagé dans la campagne? Ça a permis aussi de mettre fin à certains mythes, comme cette idée que la retraite, c'est pour se mettre au vert. On avait plutôt une majorité de personnes qui cherchent à déménager dans des zones qui sont accessibles, donc en centre-ville, ou rester en centre-ville si elles l'étaient déjà.
Donc je dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse, puisqu'en réalité, les difficultés qu'on a pu connaître dans ces entretiens, elles ont aussi varié en fonction des interlocuteurs et des personnes qui réalisaient les entretiens, vu qu'on était aussi 4 personnes avec des personnalités et des apparences différentes. Hein. Moi, je fais moins peur que certains de mes collègues, parce que ils sont plus grands, quoi. Mais voilà, c'est aussi des choses qui ont un impact. Un autre élément qui m'a beaucoup marqué et qui encore aujourd'hui, moi, me travaille, c'est le regret profond que j'ai à voir qu'on a certains entretiens qu'on a menés, qu'on n'a pas pu publier, vu que les personnes se sont rétractées. Systématiquement, justement, c'était des personnes qui étaient soit issues de l'immigration, soit étaient françaises, mais avec un héritage issu de l'immigration, des personnes racisées. Et c'était très compliqué, en fait. C'était très compliqué. On le voit, c'était aussi une question générationnelle, mais il y avait vraiment cette absence de légitimité perçue qui devenait un obstacle au partage de parcours qui sont, je pense, très enrichissants par rapport à ce qu'on a là. On parle beaucoup d'intergénérationnel. Moi, ma grand-mère habite avec mes parents et ma petite sœur aussi. Donc, en fait, on a 3 générations sous un même toit en banlieue parisienne. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi caractéristique de la culture dans laquelle on a été bercé et qui fait que c'est un mode de vieillissement et de cohabitation qui est accepté et acceptable. C'est pas le cas systématiquement. Moi, je sais pas si je supporterais d'habiter avec mes beaux-parents ou avec ma mère, hein. Mais on verra. Mais voilà, c'est simplement pour peut-être ouvrir aussi dans nos corpus, avoir un canon qui n'est pas construit exclusivement à partir des mêmes expériences. Et la deuxième question, j'ai oublié. C'était... pas toutes, on a seulement visité les opérations qui étaient à Paris ou en banlieue parisienne, parce que concrètement on n'avait pas l'argent pour aller visiter toutes les opérations. Par contre, on a fait des entretiens avec tous les architectes qu'on a inclus, et certaines maîtrises d'ouvrage d'ailleurs qui se sont aussi déplacées pour la publication de l'ouvrage. Et après, peut-être pour répondre de manière plus complète aussi sur la première question, le panel des personnes interrogées vient donc à la fois de juste cette recherche autour de nous, de est-ce qu'on connaît des personnes, mais aussi après de structures associatives, notamment les Audacieux, puis on a l'EPA Marne, EPA France qui nous a mis en lien avec des personnes sur leur territoire, des bailleurs sociaux, des élus, etc. Oui, bonjour Audrey Courbebel, je suis architecte et chercheuse à l'Université catholique de Louvain. Merci pour ta présentation. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez pu, l'équipe, croiser en fait les différents discours finalement? Est-ce que quand tu dis, voilà, on est allé voir les experts et on a voulu recueillir leur avis, est-ce que, vu que vous aviez déjà fait les entretiens avec les habitants, est-ce que vous leur avez montré et fait entendre ces entretiens? Et à l'inverse, est-ce que tout ce qu'ont pu vous dire ce que vous qualifiez d'experts, est-ce que vous avez pu ensuite revenir vers les habitants et leur montrer ces différentes propositions ou ces projets qui existaient? Ça s'est plutôt fait dans un seul sens. On a réalisé les entretiens des 10 experts après avoir rencontré les habitantes. Donc ça s'est plutôt fait dans ce sens-là. C'est-à-dire puis on se voyait mal aller voir les habitants en leur disant il y a un tel qui trouve que les seniors, ça devrait être comme ceci ou comme cela. Enfin, il y avait quelque chose qui, pour nous, relevait de la nécessité d'une distance critique de notre part, en tout cas de tirer des conclusions, de réaliser une analyse au sein de notre étude, mais pas nécessairement d'impliquer en fait les seniors dans peut-être la remise en question de leurs paroles.
ce qui n'est pas le cas systématiquement. Je ne dis pas que les personnes interrogées remettaient en question ce qu'ils avaient à dire, mais que c'était plutôt dans des commentaires qui étaient liés à des cas de figure qui leur étaient très spécifiques. Je pense par exemple à une des personnes qu'on a rencontrées, c'est le maire de Chanteloup-en-Brie, qui, lui, cherchait désespérément à amener des seniors sur son territoire. Donc lui, il était assez intéressant, puisqu'il était là, tout le monde veut des jeunes, moi c'est l'inverse, on a trop de jeunes, on n'a que des étudiants, et c'est une catastrophe pour la commune, puisqu'on a très peu de revenus en fait, et que les étudiants sont pas très bons pour les caisses des communes. Et donc il y avait cette volonté de rendre la ville plus hospitalière pour les seniors. Et donc lui était très demandeur en fait des retours des entretiens. C'est qu'est-ce qu'ils veulent en fait, que veulent les seniors pour venir chez moi. Et donc pour moi il y avait presque une espèce de retournement de l'expertise qui était assez intéressante à voir. En tout cas d'arriver avec cette expérience-là et ces paroles-là déjà collectées plutôt que l'inverse. Et en termes de synthèse, en fait, la dernière partie de l'ouvrage fait justement ce travail de synthèse, on va dire, de croisement entre les entretiens divers, donc aussi bien auprès des habitants que des experts, et les analyses de terrain et les analyses architecturales. Et je vous invite à les découvrir. Juste une précision, c'était quelle commune déjà? Celle du maire qui voulait attirer... C'est Chanteloup-en-Brie. Chanteloup-en-Brie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? François. Moi, je me posais la question de la représentativité en fait, de votre échantillon de personnes âgées. Celles que vous nous avez présentées, en tout cas, ont l'air plutôt socialisées, plutôt heureuses. Enfin, je veux dire, j'ai moi une représentation en fait aussi, beaucoup plus nuancée en fait, où je sais pas. J'ai l'impression que vous avez, en tout cas dans ce que vous nous avez présenté, pas présenté les cas les plus dramatiques, disons. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que aussi ils sourient tous pour la photo. Mais c'est pas. Enfin, déjà, il faut peut-être amener un petit peu de nuance sur le panel représenté. On avait notamment Yvette et Sylvie qui faisaient part plutôt d'une détresse. Donc à la fois cette femme que je citais qui était médecin, qui a déménagé, qui subissait en fait le temps de la retraite, qui était un peu perdue. Mais on n'est pas dans des cas de figure de personnes qui sont avec des difficultés à se loger. On n'est pas dans des cas de figure de très grande précarité. Ça, c'est des personnes qu'on n'a pas dans notre panel. Donc je pense qu'à bien des égards, on n'est pas du tout représentatif du visage ou des visages des seniors. Et je pense que ce n'est pas une étude d'ailleurs qui cherche à être représentative à ce titre-là. C'est aussi la difficulté, je pense, déjà aujourd'hui je la trouve datée, c'est-à-dire que ça a beau avoir été livré en 2021, aujourd'hui en 2023 je trouve qu'il faudrait qu'il y ait déjà une deuxième édition à la fois par rapport à des publics spécifiques. D'ailleurs, dans le cadre de cette étude, on a rencontré la Fondation des Petits Frères des Pauvres, qui, pour le coup, cible très spécifiquement des seniors précaires. Et aujourd'hui, on travaille avec eux pour la réalisation d'une résidence senior qui cible des personnes qui ne sont pas en mesure de se loger, qui sont dans une très grande précarité et qui, pour beaucoup, sont aussi issus d'horizons assez divers. Au sens issus d'horizons assez divers, que ce soit d'ailleurs sociaux ou culturels. Ah, pour cette résidence-là ? Ah ben c'est vrai, j'aurais peut-être pu la... Non mais le but n'était pas de faire une présentation des projets de l'agence. Alors nous, ce qu'on a tiré de ce travail-là et ce qu'on a essayé de traduire dans ce projet, au final, c'est cette question des parties communes et de la création en fait de seuils multiples. Donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir
la salle commune où tout le monde se retrouve, et puis la chambre où je suis tout seul, essayer de trouver des formes de dilatation de différents seuils. On a différentes manières d'être ensemble. Donc ça s'exprime évidemment dans les parties communes, mais ça s'exprime aussi dans la cage d'escalier, ça va s'exprimer aussi dans les couloirs. Donc par exemple, on travaille avec des couloirs qui sont assez larges, mais un petit peu labyrinthiques, c'est-à-dire avec des sas qui vont venir donner des paliers pour des logements assez réduits. Donc plutôt que d'avoir une disposition où je rentre chez moi au moment où je passe la porte de mon domicile, je rentre chez moi graduellement. Déjà, le traitement des sols crée en fait des traitements différenciés qui se retrouvent à l'intérieur du logement, mais qui s'étendent à l'extérieur du logement pour visuellement créer une espèce de continuité, un palier à l'extérieur, faire en sorte qu'on puisse avoir aussi des patères à l'extérieur du logement au niveau des couloirs, puisqu'on est dans des logements qui sont si petits que tout est bon pour essayer de gagner de la place, faire en sorte qu'on ait des buanderies partagées au niveau de ces paliers et qui se répètent étage par étage. Donc on a plusieurs machines à laver et on n'en a pas qu'une sur toute la résidence. Et puis après, c'est aussi sur la question de la modularité en fait, des espaces partagés. Donc des fois, en fait, on a envie de pouvoir juste regarder la télé. Et c'est ça l'activité collective. Et ça se prête mal en fait à la cohabitation avec des choses plus calmes, avec la lecture ou des choses où on a envie d'avoir du silence. Donc la possibilité de créer des murs de partition ou des rideaux acoustiques qui vont venir subdiviser ces espaces. Ça, on s'est inspiré de ce que Sylvie avait fait chez elle en fait avec ces sous-espaces modulables qu'elle avait créés. Et puis après, il y a la question des espaces extérieurs aussi, donc de ne pas être dans des grands espaces de jardins ouverts, donc pas des jardins à la française, mais plutôt des jardins à l'anglaise, avec des poches où je peux vraiment me retrouver tout seul à l'ombre de cet arbre, mais je peux aussi être à 2, 3 à tel autre endroit, et puis ailleurs, en fait, on est 10. Et donc ça dépend aussi des configurations. Là, par exemple, on est dans une parcelle qui est très contrainte, assez petite, donc on arrive à le faire malgré tout, même à cette échelle-là. Mais je pense que si on est sur des dimensions encore plus grandes, ça peut se démultiplier. On travaille aussi dans le cadre des espaces publics qu'on fait systématiquement, que ce soit le cahier des charges ou pas, la question de l'accessibilité est prise en compte. Mais notamment, en fait, pour le pavillon de l'Arsenal, on travaille aujourd'hui, c'est la question de la place des enfants dans l'espace public. Et c'est des choses qui se recoupent. C'est-à-dire que le temps qu'un enfant met à parcourir 500 mètres n'est pas le même que pour vous et moi. Et de la même manière, une personne en perte de mobilité va mettre beaucoup plus de temps. Donc en fait, la question du dimensionnement des étapes, des points d'étape, des espaces où on peut s'abriter à l'ombre, s'asseoir, jouer, et faire en fait augmenter de l'espace public de manière ludique et confortable et fraîche. Parce qu'on commence à tous avoir de plus en plus chaud. Pour nous, c'est une forme de méthode un peu systématique à appliquer à tout type de projet. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. C'est assez, excusez-moi, stimulant ce que vous décrivez. Est-ce que vous avez pu faire un suivi et puis un retour d'expérience ? On est en train de déposer le permis de construire là aujourd'hui. Désolé, on est une jeune agence, on n'a pas déjà construit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de main levée. Milena ? Non ? Oui, mais j'ai l'impression que... Après cette journée intense, j'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement encore d'autres questions, ou si je me trompe, vous me direz. On peut conclure ? En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'étais très intéressée. Alors, j'en profite pour enfiler une petite observation, mais ce n'est pas vraiment une question. Je n'aurais pas la force de formuler vraiment sous forme de question, mais...
ça m'a intéressé comment vous avez remis dans le corpus le travail de l'agence Judo, que moi je connaissais par d'autres biais. En effet, je pense qu'ils vous ont peut-être un tout petit peu précédé avec une chose similaire à l'Arsenal, au pavillon de l'Arsenal. Je sais qu'il y a une publication qui parlait de cette activité, leur manière d'envisager en fait le métier d'architecte, qui est très intéressant. Et je trouvais, vous avez dit à un moment donné que c'était une manière de combiner capital et social. Je trouve que c'est aussi une manière de combiner encore d'autres paramètres. Par exemple, la question de la densité entendue à l'échelle de la ville et donc des politiques publiques. Et même en miroir, je dirais presque, dans certaines situations, c'est peut-être pas le cas de l'Île-de-France, mais ça m'est déjà arrivé dans des bourgs plus ruraux. La dédensification, c'est-à-dire que parfois il y a du patrimoine bâti ancien qui est très peu adapté, par exemple pour les personnes âgées. Et des fois, alors c'est intéressant de densifier en Île-de-France parce que bien sûr il y a une pression foncière de fou. C'est pas forcément le cas dans d'autres territoires où au contraire c'est des territoires non tendus. Et des fois, on cherche à habiter... ce qui est intéressant, c'est que peut-être on pourrait trouver des alternatives au modèle pavillonnaire qu'on sait être consommateur d'espace, etc., avec tous les biais que peut comporter cela. Et peut-être l'idée de la dédensification dans ce cas pour rendre adaptables des logements dans un patrimoine construit et ancien et suffisamment, disons, intéressant pour être réhabilité, ça pourrait être peut-être une solution. Donc peut-être il y a même cette dimension urbaine et intéressante du point de vue des collectivités pour à la fois être à nouveau attractive, mais aussi aller dans la direction du ZAN, par exemple, donc des enjeux écologiques, etc. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça ? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Non, mais bien sûr. En fait, les enjeux écologiques sont tellement profondément liés à la question du vieillissement. On le voit à chaque vague de chaleur. La surmortalité, elle est évidente et elle est due, en fait, à l'action humaine sur le climat. Donc, il y a un impact évident. Je pense qu'on sous-estime aussi l'impact d'autres paramètres, par exemple sur la nature du végétal. C'est-à-dire qu'un arbre ne vaut pas un autre arbre. Il y a d'autres choses à prendre en compte, notamment la stimulation des sens est un des paramètres pour maintenir en éveil un cerveau le plus longtemps possible. Donc des arbres qui ont une odeur, une bonne odeur, hein, pas des arbres qui sentent mauvais qu'on retrouve dans certains parcs, à Paris en tout cas, je ne sais pas si vous avez les mêmes ici, mais non, vraiment ils sont très mauvais. Et du coup, il y a la question des arbres fruitiers, le fait d'avoir des fleurs avec une odeur aussi, pas des fleurs qu'on choisit justement aussi clinique que possible. Il y a le travail de la paysagiste Céline Baumann qui est assez intéressant sur l'impact des biais sexistes sur le paysage, avec notamment le fait qu'on a une surreprésentation d'arbres mâles dans les villes et que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de problèmes d'allergie au pollen, vu que ce sont eux qui produisent du pollen, puisque les arbres femelles vont au contraire produire des fruits qui vont salir la ville. Et donc en fait, c'est des choses assez drôles au fond, mais qui ont un impact à la fois sur la santé publique et sur la qualité en fait de nos villes et de la manière dont on les habite. Merci à vous. Je pense qu'il n'y aura pas spécialement de conclusion parce que la conclusion c'est plutôt merci beaucoup de votre présence à notre conférencière.